Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre curiosité et merci de rejoindre ce webinaire qui va être focalisé aujourd'hui sur les nouvelles méthodologies de pré-test retail et notamment sur l'utilisation des magasins virtuels. Donc cette session, c'est une session de 40 minutes à laquelle nous allons répondre à un certain nombre de questions. Vous avez la possibilité via le chat également de poser des questions et dans les 5 dernières minutes, Lamia et moi serons ravis de pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Pour me présenter, je suis Jean-François Sonder, je dirige l'un des bureaux européens d'IC, qui est une société qui s'est beaucoup développée sur les 8 dernières années aux États-Unis et qui a pour particularité de combiner les méthodologies observationnelles et les méthodologies plus conventionnelles. Et cette société le fait sur différents supports, sur différents environnements, des plateformes e-commerce, des plateformes réseaux sociaux sur mobile, et puis beaucoup en magasins virtualisés et dans ces cadres de recontextualisation. Avec moi, et j'en suis très heureux, Lamia Tadli. Bonjour Lamia. Bonjour Jean-François, merci de m'avoir invité, je suis très heureuse d'être là également. Et donc pour me présenter, je suis Shopper Insight Manager au sein de Colgate-Palmolive pour le hub Europe de l'Ouest. Et donc au sein de l'équipe Insight, je travaille plus spécifiquement sur la compréhension des comportements des gens et des shoppers, que ce soit dans nos différentes catégories, mais également en magasin et dans les différents canaux, puisqu'aujourd'hui le shopper est multicanal et omnicanal. Et donc tous ces process de choix par rapport à nos catégories. Merci beaucoup Lamia de votre participation et ensemble en fait ce qu'on aimerait pouvoir couvrir c'est vous aider peut-être à répondre à 4 questions. La première question c'est de comprendre les raisons qui ont vu l'accélération de l'utilisation de ces méthodes sur ces dernières années. En deuxième lieu, l'idée sera en fait de répondre à une question simple, c'est sont-elles pertinentes? Quel est leur pouvoir de prédiction par rapport à des expériences retail? Et puis, en troisième lieu, ce qu'on aimerait faire ensemble, c'est vous donner des conseils assez pratiques. Quand est-ce que je dois utiliser ces méthodes, combien de temps à l'avance, combien de temps ça prend, qu'est-ce que je dois vraiment organiser, quel type de lecture je vais pouvoir obtenir grâce à ces méthodes. Et puis, on conclura par un échange un petit peu sur des best practices, vous dire dans quel cas ces méthodes sont vraiment pertinentes et peut-être dans quel cas ces méthodes le sont moins. On a commencé à parler de contexte. C'est vrai que le contexte, ça sera un mot, une idée importante aujourd'hui. Le contexte, aussi le contexte des études qui sont réalisées aujourd'hui. Comme vous le savez, le monde des études était traversé par des courants contraires, par une certaine crise, par des remises en question. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis les plus importants, c'est dans le domaine des études, de pouvoir répondre dans les temps du business à un certain nombre de questions. Et c'est vrai que ces méthodologies dont on va parler aujourd'hui sont des méthodologies qui s'inscrivent totalement dans cette tendance. Alors qui les utilisent, quand on regarde notamment dans le monde de la grande consommation, sur les 20 acteurs mondiaux les plus importants, 75% utiliseront ces méthodes. Mais vous avez d'autres secteurs qui sont aussi intéressés par leur pertinence, le secteur du luxe, le secteur des produits également technologiques, et puis le secteur du retail. Chez nous, par exemple, ici, on a 4 acteurs français dans le domaine du retail qui utilisent ces méthodes. Ce qui est intéressant aussi, et de le dire en toute sincérité, c'est que c'est vrai que sur les dernières semaines, l'utilisation de ces méthodes a été le dernier recours quand beaucoup de groupes voulaient absolument préserver la santé des participants. Et certaines digues sont tombées. Donc je voulais par exemple citer le cas de General Mills. Je parle un peu sous le contrôle de Lamia, mais c'est une société américaine, parfois un peu conservatrice, très attachée aux tests en magasin, in-depth interviews, tests carrelage, qui a goûté à ces tests et qui maintenant les utilise aux États-Unis, mais travaille aussi à leur extension au niveau international. Le contexte aujourd'hui, c'est aussi un contexte d'inquiétude. C'est une inquiétude qui vient d'abord des shoppers, des consommateurs. Donc nous, par exemple, on a mené plusieurs enquêtes d'opinion
où les niveaux d'incertitude étaient des niveaux d'incertitude assez forts, avec une incertitude majeure qui est quel sera l'avenir économique de mon foyer et quelles sont les différentes décisions que je vais devoir prendre dans les semaines qui viennent. Et je pense aussi, et Lamia, ça m'intéresserait d'avoir aussi votre témoignage, c'est une inquiétude qui a aussi touché beaucoup d'organisations, beaucoup de sociétés. Je ne sais pas comment vous avez vécu les choses chez Colgate-Palmolive. Donc effectivement, comme vous le disiez, Jean-François, beaucoup d'incertitudes et cette incertitude, au-delà des gens, des consommateurs et des shoppers, on l'a vécu nous-mêmes. Donc voilà, on s'y attendait pas forcément. Donc on a dû prendre les mesures bien sûr nécessaires pour protéger les gens dans un premier temps, protéger nos collaborateurs et ensuite essayer de comprendre ce qui se passait puisque on voyait bien tous les chamboulements que ça allait générer au niveau de la vie des gens et in fine de leur choix de consommation. Donc ça a été un vrai moment de pause et de réflexion très rapide pour essayer de comprendre la situation, comment la situation allait évoluer et à prendre bien sûr les décisions nécessaires en termes d'études. Et on avait un certain nombre d'études qui étaient déjà lancées, donc bien sûr, il a fallu revoir tous les plans de manière très rapide pour tenir compte de cette incertitude, sachant que bien sûr, dans un premier temps, on a protégé nos collaborateurs et pris toutes les mesures nécessaires pour que la transition se fasse vers ce nouveau mode de vie se fasse dans les meilleures conditions. Donc incertitude qui est d'ailleurs toujours présente et c'est toujours un travail en cours en fait de s'adapter à chaque nouveau changement qui arrive du fait de la situation actuelle. Bah, écoutez, oui, c'est assez classique finalement. Nous, on l'a observé chez beaucoup d'acteurs où il y a eu un cycle, donc avec une première phase qui est une phase un peu de choc, un peu de paralysie, d'incertitude bien sûr, et puis on a vu aussi une gestion des priorités différentes avec la volonté de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Moi, ce que j'ai trouvé aussi sur les dernières semaines, c'est que beaucoup de sociétés, très rapidement, se sont mis aussi dans une posture positive en disant, voilà, il y avait beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas voulu explorer parce qu'on n'avait pas nécessairement ni les ressources, ni une volonté totale. Et effectivement, on est aujourd'hui, pour beaucoup d'acteurs, dans un stade de réimagination avant véritablement de réformer les pratiques. Voilà, nous par exemple, bien évidemment, la moitié des études qu'on a menées sur ces dernières semaines sont des études sur l'e-commerce, où beaucoup d'acteurs ont la volonté de devenir, comme ils le sont parfois en brick and mortar, de vrais leaders, de vrais capitaines dans leur catégorie sur des sujets comme le drive. Donc effectivement, il y a vraiment ce phénomène, ce que ma conviction, et on l'a vu aussi pour un certain nombre d'acteurs, comme dans toute crise, il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui veulent profiter de ce passage pour émerger plus fort et pour sortir de cette crise avec un vrai avantage concurrentiel. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les prises de parole de toute l'industrie automobile qui a eu un discours beaucoup plus militant, beaucoup plus activiste et qui a vraiment voulu porter un peu le devoir et toutes les valeurs de la distanciation sociale au travers la réécriture de leur logo. J'ai trouvé, et c'est le cas de Colgate-Palmolive par exemple, avec sa campagne aussi qui concerne des mains propres pour sauver des vies, que j'ai trouvé très pertinente. Donc, sur des sujets d'innovation, L'Oréal l'a fait en essayant de réduire au maximum la mise sur le marché d'un certain nombre de nouvelles innovations qui avaient du sens par rapport à la situation sanitaire. Et puis ce qui était très impressionnant, c'est un certain nombre d'acteurs qui ont totalement réinventé leur go-to-market, qui ont cherché de nouvelles efficiences logistiques et qui se trouvent aujourd'hui mieux armés pour faire face à un certain nombre de bouleversements et de nouvelles demandes. Si on parle, Lamia, du domaine des études en particulier, quel a été l'impact et comment le groupe Colgate-Palmolive a-t-il réagi? Alors, au moment où on va dire que la crise s'est déclenchée, bien sûr, on a arrêté, il y a eu un arrêt des différents process études qui étaient en cours. Donc, il y a eu bien sûr une décision qui a été prise d'arrêter pour évaluer la situation et voir comment est-ce qu'on peut adapter les process.
tout en bien sûr en tenant compte de la protection en premier lieu de nos collaborateurs et des gens qu'on peut interroger pour les études typiquement qui sont face-to-face. Donc voilà, il y a vraiment eu cette première étape il faut qu'on protège les gens et il faut aussi qu'on essaie d'adapter les process le plus rapidement possible à la situation. Et ensuite, on est rentré dans cette phase où, avec tous les chamboulements qu'on a vécu nous-mêmes en tant qu'individus, puisqu'on a vécu cette même situation de confinement, de préparation, etc. Donc ensuite, on s'est vraiment attaché à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens, comment ils vivaient en fait ces situations. Et c'était vraiment de remettre, et c'est d'ailleurs un process qui est très important pour Colgate et qui est un peu la guideline de notre fonction Insight, qui est de mettre les gens au cœur de tous nos process et d'essayer de comprendre le comportement des gens. Donc c'est entamer cette période dans laquelle on est encore, dans cette étape de compréhension, puisque les choses évoluent. La situation sanitaire évolue, les directives de l'État évoluent, donc tout ça a forcément un impact sur la vie des gens et la façon dont on procède à nos choix dans la vie de tous les jours. Et donc, voilà, ça a été une première étape d'arrêt, de protection, puis d'essayer de comprendre au fur et à mesure que les informations commençaient à tomber, comment est-ce que le process de choix évoluait et la vie des gens évoluait. Et bien sûr, ensuite, effectivement, sachant par ailleurs qu'on travaille sur des catégories d'hygiène et d'entretien qui étaient directement impactées par la situation, on voyait bien qu'il y avait des attentes plus importantes sur différents critères de protection. Donc, bien sûr, il a fallu qu'on essaie de comprendre comment est-ce que les choix des gens sur nos catégories avaient évolué, comment est-ce qu'on pouvait mieux répondre à leurs attentes. Et ensuite, bien sûr, en termes de process d'études, reprioriser, vous l'avez très bien dit précédemment, parce que ce genre de situation nous amène effectivement à réévaluer nos priorités. Et il a bien sûr fallu réajuster les priorités et ensuite adapter les méthodologies pour pouvoir garantir que les insights qu'on relève sont tout à fait pertinents et pouvoir adapter au fur et à mesure notre réponse et soutenir les équipes dans leur réponse à la situation actuelle. Donc voilà, c'est vraiment je dirais en 3 temps, protéger les gens, essayer de comprendre et ensuite adapter les méthodologies tout en repriorisant bien les différents projets et les nouveaux projets qui ont forcément apparu, les nouvelles problématiques tout simplement qui sont apparues du fait de la crise. C'est intéressant ce que vous dites, et en particulier par rapport à la refonte des priorités. Et également ce que vous mentionnez, Lamia, sur finalement le fait que tout est en évolution. Donc on parle beaucoup d'un nouveau normal en fait, mais on se rend vraiment compte que ce nouveau normal, il est en pleine mutation. La conviction que j'ai en revanche, c'est qu'il y a des choses qui vont rester. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui vont vraiment impacter la suite dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le premier, c'est la digitalisation en fait du rapport entre les marques et leurs consommateurs. C'est quelque chose qui parfois était nouveau. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt un groupe comme Yves Rocher, par exemple. Yves Rocher, c'est 8 millions de clients, c'est 700 boutiques, et c'est un rapport qui n'a été qu'un rapport charnel face à face avec ses clients, et qui a dû, en quelques semaines, complètement réinventer sa façon d'être proche, de connecter les gens à la beauté et à la nature, et ça c'est quelque chose inexorablement qui va rester. Et je pense que le deuxième phénomène, qui est un phénomène aussi important, il est lié aux contraintes économiques. Bien évidemment, la crise arrivant, et quand on parle par exemple de planogramme, de logique catégorielle, le fait de parfois minorer la présence des basiques de l'entrée de gamme probablement va être remise en question. Et en tout cas, cet aspect, cette volonté qui était aussi apparue dans une enquête qui était menée par Bain & Compagnie de réaffectation de ces priorités budgétaires pour les entreprises, mais aussi beaucoup pour nous tous, va avoir également un impact en fait dans les comportements d'achat et dans les comportements des shoppers. Pour moi, il y a finalement, par rapport à ces deux dimensions, il va y avoir un challenge. Donc, si je pouvais rebondir sur les points que vous avez mentionnés, Jean-François, et qui sont tout à fait pertinents. Comme vous le dites, la digitalisation, c'était un phénomène qui, dans nos catégories, était déjà assez présent, mais on voit l'incroyable accélération que ça a généré
tous ces gens qui, par la force des choses, qui n'avaient jamais forcément considéré de faire par exemple leurs courses en ligne, cette crise leur a un peu mis le pied à l'étrier et ça a vraiment accéléré un phénomène et on le voit, ouvre tellement d'opportunités et était un gros challenge à relever pour de nombreuses entreprises et de nombreuses enseignes pendant cette période. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir toutes les initiatives qui ont été prises. Et ça, je suis complètement d'accord, c'est quelque chose qui va rester et au contraire ne va prendre que de plus en plus d'ampleur, je pense, à l'avenir. Et ensuite, le deuxième point que vous mentionnez par rapport à ces problématiques budgétaires que certains foyers français vont forcément auxquels ils vont devoir faire face dans les mois à venir. On sait que tous les foyers ne seront pas forcément impactés de la même manière. Mais il est évident qu'il va y avoir des choix et des trade-offs qui vont être faits par les gens dans leur vie quotidienne. Et ça amène forcément une refonte et une repensée de la façon dont on approche les catégories, mais aussi l'innovation. Qu'est-ce que je mets en avant comme claim? Voilà, je suis tout à fait d'accord sur les deux points que vous avez mentionnés et ils sont tout à fait pertinents à garder en tête à l'avenir. Ben, vous avez raison, et en plus, on peut comprendre assez facilement que finalement l'enjeu, la valeur des entreprises, ça va être quoi? La valeur des entreprises, ça va être leur capacité, dans les points de contact physiques qu'ils vont pouvoir avoir en retail, d'être vraiment perçus comme des marques qui apportent du sens aux consommateurs. Je pense qu'on a vu aussi qu'il y avait un certain nombre d'attentes qui étaient très fortes dans ce domaine. Et je pense aussi que les sociétés qui vont être des sociétés qui vont réussir sont celles qui vont pouvoir, alors qu'effectivement qu'il y a d'autres canaux et des canaux digitaux, qui vont pouvoir en fait développer une expérience qui va être la plus unique possible et la plus liée en fait aux valeurs des marques. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui va se produire. Pour ajouter un dernier point par rapport à ce que vous mentionnez, par rapport au rôle des marques et le fait de donner du sens, on en parlait juste avant sur les changements dans les comportements qu'on commence à observer et qu'il va falloir continuer à observer dans les semaines et les mois qui arrivent en fonction de comment la situation va évoluer. Oui, on parle de contraintes budgétaires qui vont impacter certains foyers, mais il y a un certain nombre de points, et de critères qui ont pris de l'ampleur ces dernières années, que ce soit par rapport à la consommation plus responsable, la consommation plus écologique. Et c'est vrai que on voit que cette période de crise a ramené des reconsidérations et on voit notamment au travers de nombreuses études différentes que voilà, les Français cherchent à consommer un peu plus local et que voilà, ça a amené un certain nombre de reconsidérations dans le process de choix et aussi de reconsidérer les marques. On a vu que les Français s'appuyer davantage sur les marques en période de crise parce que voilà, ça apportait de la réassurance, mais qu'ils réévaluaient aussi leur rapport et on le voyait, ils étaient déjà consommateurs avant et maintenant ils sont de plus en plus exigeants sur le rôle que jouent les marques et le sens qu'elles peuvent apporter dans leur consommation. Donc c'est encore une fois un point tout à fait intéressant à garder en tête. Merci Lamia, et c'est vrai que le poids des marques locales, en tout cas la volonté de beaucoup de consommateurs de donner davantage d'importance aux marques locales est effectivement quelque chose qui va très certainement impacter les planogrammes, impacter toutes les logiques catégorielles. On commence déjà à le pressentir. Voilà, maintenant qu'on a un peu décrit ce contexte, effectivement on comprend que finalement les gains, la réussite, la performance va beaucoup être dictée par sa capacité à prédire les comportements et pouvoir le faire en fait dans la contextualisation qui est la plus fine possible. Et si on devait se poser une question qui est assez simple, qui est mais finalement pourquoi choisir ces méthodes? Moi je dirais qu'il y en a au moins trois qu'on peut peut-être évoquer. La première, c'est qu'on sait que ces méthodes ont une excellente prédictabilité. C'était abondamment documenté, il y a toute une littérature académique sur le sujet, mais quelqu'un comme Raymond Burke, par exemple, a passé une partie de sa carrière et de ses travaux à comparer à hypothèse égale
des prises, des mesures en fait réalisées dans des magasins réels par rapport à des magasins virtuels, et il a pu en fait voir que la corrélation entre ces différents tests était, selon les catégories, entre 0,8 et 0,95, donc une capacité vraiment, avec un autre mode opératoire, d'avoir des insights à la fois profonds, extrêmement accurate, pour utiliser un mot anglais. Le deuxième probable avantage de l'utilisation de ces méthodes, en tout cas c'est ce que beaucoup de nos clients nous disent, c'est l'aspect pratique, dans le sens où ces méthodes se mettent en place dans un horizon de 15 jours ouvrés, que ce sont des méthodes qui sont des méthodes extrêmement agiles, donc pas trop consommatrices de temps par rapport à des tests réels. On est sur un rapport de 1 à 3, plus économique, on est souvent dans un rapport de 1 à 2, et avec aussi un formidable avantage, c'est de pouvoir multiplier le type de contexte, à savoir le type de retail environment dans lequel vous voulez réaliser vos tests, et également de pouvoir multiplier le nombre de pays dans lequel vous souhaitez réaliser ces tests. Le dernier point, et peut-être ça m'intéresserait, Lamia, vous m'en parliez, mais je sens que au travers par exemple des discussions que je peux avoir avec Carrefour, qui préconise nos méthodologies, qu'il y a une attente en fait qui est de plus en plus forte des acteurs de la distribution, et qui, précédemment satisfaits par des études fondamentales tous les 2 ans, ont de plus en plus de besoins qui sont des besoins d'avoir des enseignements pour prendre en compte, par exemple, l'avènement et l'émergence des marques locales, pour avoir des lectures, des prédictions de la performance de leur linéaire et de leur planogramme de façon beaucoup plus fluide et de façon beaucoup plus répétée sur une année. Oui, tout à fait. On voit bien, et vous citez notamment Carrefour, c'est des types d'enseignes qui sont très friands de ce type de learning. Et on le voit, qui génèrent également leurs propres insights. Et c'est vrai que l'avantage de cette méthodologie, c'est de pouvoir recontextualiser, avoir une remise en contexte pour les shoppers de la catégorie sur laquelle on travaille, et de pouvoir justement rajouter cet élément qui est clé dans la façon dont ils vont approcher leur achat. Alors bien sûr, on a bien conscience des limites qu'un test en ligne sur ordinateur peut avoir. On n'arrivera pas bien sûr à recréer la réalité comme on pourrait le faire dans un magasin expérimental par exemple, mais en termes on va dire de rapport entre les insights qu'on obtient, qui sont tout à fait pertinents, et comme vous l'avez cité précédemment, la mise en place et le procédé qui est très fluide, avec des équipes très réactives, avec en plus, et il faut bien le souligner, surtout cet élément de contextualisation avec des vidéos qui permettent de reproduire le parcours en magasin et d'arriver un peu plus naturellement vers le rayon. Ces éléments de contexte, et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans quelques minutes, c'est un des points forts, et on voit qu'effectivement que nos partenaires et nos clients enseignes sont donc de plus en plus sensibilisés à ce genre d'éléments, et comprennent toute la différence que représente cette mise en contexte, et bien sûr nous permettent de collaborer d'autant mieux en termes de compréhension des catégories, des process de la performance des planogrammes, par exemple, avec ce type de méthode. Ok, alors justement, merci Lamia. Alors justement, parlons de ces nouvelles méthodologies, et de façon très concrète, parlons de ce qu'elles sont. C'est la possibilité donc d'utiliser des contextualisations en magasin au travers de méthodologies qui sont activées à distance. Donc le principe, c'est le suivant, c'est d'utiliser des panélistes. Donc par exemple, Kantar en France a un panel d'1,2 million de personnes dans lequel on va puiser une cible utile par rapport à des critères d'âge, par rapport à des critères de consommation de marque, des critères liés également à la fréquentation de magasins, et l'expérience, qui est une expérience en fait qui est offerte aux participants. C'est une immersion, un petit peu comme dans un jeu vidéo, donc on est vraiment dans du gaming, selon les cas, qui est une immersion avec possibilité de navigation totalement libre. On le fera en particulier sur des problématiques cross-catégorielles, ou une immersion qui est une immersion plus guidée par rapport à des questions qui sont des questions packaging. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces possibilités-là, vous avez ici quelques illustrations, répondent à des questions très différentes.
Ça peut être quel est l'impact dans une parfumerie. Là, vous avez un exemple qui est Sephora, un des Sephora à New York. Quel est l'impact d'un changement dans l'organisation catégorielle de mon offre parfum, en parlant au gender agnostique. On a la possibilité de reproduire tout ce qui existe aujourd'hui, mais aussi, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, de pouvoir imaginer ce qui va être nouveau. Donc, les opportunités de travailler sur de nouveaux flagships dans le domaine de la cosmétique. Et tout ceci se fait à base de sketch, à base de travail d'agence, qui est ensuite revirtualisé. Une fois en fait cette contextualisation réussie, on procède par des tâches. Donc on va demander à des gens d'acheter pour certaines catégories par exemple. Et ce qui va être particulièrement intéressant, c'est la façon dont on va mesurer la conversion. Donc comment se mesure la conversion? Elle se mesure à partir d'étagères qui sont des étagères interactives. Donc vous voyez ici, on a la possibilité de zoomer sur les produits, de les replacer en linéaire, donc là on a la considération, ou directement de les mettre dans son panier d'achat. Et en termes d'indicateurs classiques avec ce type de méthode, on va avoir les revenus totaux de la catégorie, les revenus par segment, les performances par marque, le panier moyen, le prix moyen des produits, donc tous les éléments qui sont des éléments catégoriels classiques. Avantage également, c'est que ces méthodologies-là, elles permettent en fait d'être combinées à des mesures observationnelles. Donc, de façon très courante, on va utiliser l'eye tracking, un peu moins courante le facial coding, mais par exemple, l'engagement attentionnel va être un des critères importants pour mesurer l'émergence en linéaire d'une nouvelle gamme, mesurer non seulement sa saillance, mais aussi son degré de visibilité, et de mesurer le pouvoir d'attention qu'elle va générer lorsqu'elle va être dans un contexte avec 15 000 autres références et dans un contexte où les choix des shoppers se réalisent en 5 ou 6 secondes. Pour vous, Lamia, si peut-être vous qui l'utilisez de façon assez courante, s'il y avait vraiment un avantage, je dirais, professionnel et technique de votre côté, vous aimeriez parler de quel avantage Donc, comme vous l'avez mentionné, le point qui va vraiment être différenciant et qui est important pour nous quand on fait le choix de ce type de méthodologie, c'est la mise en contexte. Et vous l'avez très bien dit, il y a un certain nombre de choix qui vont se faire en quelques secondes. Et justement, avoir la possibilité via la méthodologie de pouvoir avoir cette remise en contexte via la vidéo, où vous l'avez vu là dans l'exemple que vous avez partagé, Jean-François, le parcours en magasin, on arrive quand même à reproduire un certain réalisme, même si encore une fois, on reste tout à fait clair sur le fait qu'on n'arrive pas à reproduire complètement comme un magasin comme on pourrait le faire dans un magasin expérimental. Mais voilà, cette remise en contexte, elle est importante parce qu'on, voilà, encore une fois, on sait que un certain nombre de choix vont se faire en quelques secondes quand le shopper est face au rayon. Et le fait de pouvoir reproduire ce contexte-là va nous permettre de reproduire le comportement le plus naturel possible, en tout cas tendre vers le comportement le plus naturel et réactiver dans l'esprit des shoppers tous ces mécanismes inconscients que l'on active naturellement quand on va être face à un rayon. Et là, je peux vous renvoyer à tous les travaux d'économie comportementales qui ont été faits par Daniel Kahneman, etc. Enfin, tous ces éléments, on le sait, de process de choix très intuitifs, et la remise en contexte est importante. Ok, c'est très clair et bien évidemment, tous les éléments qui sont des éléments d'appréciation produits en main, par exemple, dans tout ce qui est packaging, sont conservés. Oui, tout à fait, puisque après l'exercice qu'on a de reproduction de l'acte d'achat dans le magasin virtuel, on va ensuite avoir toute une phase de questionnement qui va reprendre un peu le questionnement classique qu'on peut avoir, et on va avoir toutes ces mesures un peu plus rationnelles d'appréciation du packaging, des éléments qui plaisent, qui déplaisent, de l'impact sur l'image de la marque. Et en termes de KPI, en fait, on va pouvoir combiner à la fois des KPI qui sont liés au comportement en magasin, qui va être de la recommandation
connaissance des produits en linéaire et on va ensuite pouvoir bien sûr étudier l'ensemble des impacts en termes de choix de marque, développement de certains segments, etc. Et ensuite, on va avoir tous les autres indicateurs qu'on utilise aussi pour affiner nos analyses en termes d'appréciation. Donc, si on est dans le cas d'un packaging, d'appréciation du pack, des éléments qui plaisent, qui déplaisent, de l'impact sur l'image de la marque. Et l'autre élément qui va aussi être important pour nous dans les analyses, c'est de pouvoir justement compléter ces analyses-là par des analyses un peu plus précises selon les cibles qu'on souhaite un peu plus étudier ou de manière plus approfondie, ce que bien sûr on peut faire dans la définition de l'échantillon et des différents sous-groupes que l'on peut analyser. Et bien sûr, ça va être autant d'éléments qui vont nous permettre d'affiner notre compréhension de la problématique qu'on est en train de traiter, sachant bien sûr qu'on priorise tous les éléments un peu plus intuitifs ou de comportement d'achat et on complète ensuite avec les éléments un peu plus rationnels mais que l'on retrouve habituellement en termes d'analyse. D'accord, Lamia, merci. Quels seraient un peu les grands cas d'utilisation pour Colgate-Palmolive de ce type de méthode? Alors, en termes de cas dans lesquels on est amené à utiliser ce type de méthodologie, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, c'est les cas d'analyse de planogrammes, dès lors qu'on travaille sur une de nos catégories et qu'on va potentiellement travailler avec une ancienne sur une nouvelle approche. Donc, en fonction du business challenge et du type de risque que l'on peut encourir, mais en tout cas, le travail sur les planogrammes est très intéressant avec ces méthodologies, puisque ça nous permet de simuler différents scénarios et de les tester et de voir quels sont les différents uplifts que l'on peut observer selon les différents planogrammes testés. Et c'est vrai que avec l'eye tracking, avec toutes les mesures un peu comportementales qu'on a via le virtual shopping et ensuite les compléments qu'on a avec les analyses un peu plus rationnelles, nous ont permis par le passé, via différentes problématiques, de vraiment avoir des insights très pertinents et qui, encore une fois, par rapport à la méthodologie qui est proposée et le rapport investissement qu'on a dans la méthodologie en termes de temps également, qui est assez positif, et les insights assez riches que l'on peut en tirer avec des lectures sous différents sous-groupes. C'est, on va dire, un bon rapport étude qu'on a avec ce type de méthodologie, sachant bien sûr qu'on adapte nos choix méthodologiques en fonction du business challenge. Ensuite, l'autre type de questionnement pour lequel on est amené à utiliser ce type de méthodologie, c'est typiquement les cas de changement de pack, où le fait de pouvoir mettre en contexte nous permet justement de pouvoir mesurer ce qui se passe de manière un peu plus intuitive en magasin. Et là, pour rappeler un peu les principes de système 1, système 2, où on sait qu'effectivement, dès lors qu'on est en magasin, on va plutôt engager notre système 1, donc qui a été un mode de fonctionnement théorisé par Daniel Kahneman. Donc ce système 1, c'est notre capacité à réfléchir de manière très intuitive, très rapide. On n'en a pas forcément conscience, contrairement au système 2, qui est ici le slow thinking, qui est plutôt notre capacité à rationaliser les choses, à prendre plus de temps. Dès lors qu'il y a un effort à faire en termes de réflexion, c'est le système 2 qu'on engage. Mais quand on est en magasin, quand on est pris dans la rapidité de la vie de tous les jours et on a besoin de faire des choix très rapidement, on s'appuie beaucoup sur ses habitudes et sur des réflexes cognitifs très inconscients, et bien c'est le système 1 qui est mis en route. Et c'est vrai que la contextualisation que permet le type de méthodologie développée par IC nous permet justement d'approcher un peu plus ces procédés de réflexion que les gens ont de manière inconsciente, même si encore une fois on sait qu'on ne reproduit pas le contexte le plus réaliste possible. Mais en tout cas, c'est une bonne approche via la contextualisation pour justement capter et remettre les gens dans ce process de je réfléchis comme si j'étais en face de mon rayon habituel, et donc avec plein de réflexions très rapides et très inconscientes. Ok, donc très clair, donc vraiment une volonté chez Colgate d'utiliser en particulier ces méthodes pour des études packaging, pour des études également qui sont liées à la performance des planogrammes. Alors il y a d'autres utilisations de ces méthodes. On peut parler par exemple de questions qui sont liées à tout ce qui est Perfect Store, comment organiser l'emplacement de mes PLV dans un contexte retail, des questions qui sont liées également à la capacité d'engagement de nouvelles PLV. Là vous avez un exemple
d'engagement intentionnel sur 2 exécutions de PLV qui sont 2 exécutions différentes. Et puis, ça peut également, dans d'autres environnements qui ne sont pas nécessairement des environnements de grande consommation, être quel est le type de message que je dois utiliser, par exemple, en étant une grande marque dans le domaine technologique, dans un environnement type Fnac ou type boulanger. Et puis, ça peut être lié à une mesure d'expérience, par exemple, expérience sur de nouveaux concepts de magasins, expérience liée aussi à une prise de parole retail qui a besoin d'être pré-testée pour comprendre si elle est ou pas en résonance avec les valeurs de la marque, avec l'expérience sur la marque que l'on veut traduire. Alors, comment ça marche finalement et comment est-ce qu'on crée ce type de méthode? Ce qui est très important, c'est déjà de bien définir la question business à laquelle on veut répondre. Elle a des implications aussi sur les tâches qu'on va donner aux participants à relever. Le deuxième conseil que je voudrais donner, c'est aussi d'être très clair sur sa cible. Cible première, donc en termes de critères d'âge, de magasins fréquentés, mais aussi parfois cible secondaire, c'est-à-dire que ces méthodologies peuvent permettre, par exemple, sur un nouveau planogramme, de comprendre quelle va être sa capacité de recrutement à ce type de point de vente lorsque les acheteurs sont acheteurs de la même catégorie, mais dans des environnements retail qui sont des environnements retail différents. Donc vraiment, important de bien définir sa cible et important de bien aussi clarifier sa question business. Ensuite, ce type de méthode, ce type d'étude, elle se passe en général autour de 15 jours ouvrés. Il y a un choix qui doit être fait aussi par rapport à la contextualisation des magasins. Là, vous avez plusieurs illustrations sur des tests packaging. On va partir sur une modélisation assez simple en 2D des produits sur un linéaire qui se réalise en général entre 1 et 2 jours avec un prix qui est très accessible. On est autour de 1 000 €. Là, c'est l'approche qui est la plus efficace et la plus appropriée à ce type de questions. Pour des questions et pour des expériences qui doivent être mesurées sur de nouveaux planogrammes. On a récemment eu le cas d'une marque qui était intéressée de comprendre en fait quelle était l'organisation pâte sèche, sauce qui était la plus à même à générer du cross-selling. On va partir sur une approche un petit peu plus élaborée. On est sur ce qu'on appelle du 2.5, c'est-à-dire que c'est un mélange à la fois de produits qui sont modélisés en 2D, et là, comme vous le voyez avec cette PLV Energizer, avec sur certains éléments une modélisation qui est en 3D. Enfin, pour les cas les plus aboutis, notamment sur des cadres de flagship, on peut véritablement choisir de mettre en place une expérience qui est totalement en 3D, magasin, produit, tous les stades de l'expérience, sampling par exemple, gifting, et qui va permettre de tracer la navigation, la fréquentation dans un environnement qui est un environnement qui peut être aussi conceptuel, qui peut être une nouvelle idée, mais de façon la plus réelle possible, le mécanisme de base étant toujours de construire des cellules appareillées et de comparer en fait l'expérience, l'engagement intentionnel, la conversion, l'évaluation également semi-implicite ou explicite de cette expérience par les différents participants à ces cellules. On est en général sur tout ce qui est optimisation catégorielle sur 500-600 personnes et on peut se satisfaire d'avoir des cellules plus modestes dans le cadre des évaluations de packaging où on va être autour de 300 personnes. Packaging, là aussi, la possibilité de pouvoir avoir des packaging en 2D, en 2.5 ou véritablement totalement dynamiques avec des vidéos sur des expressions packaging qui sont en 3D. Lamia, peut-être une question sur un sujet qui est quand même un sujet majeur. Qu'est-ce qu'on mesure? Quels sont les indicateurs qui sont les indicateurs clés avec ce type d'études? Alors, dans ce type d'études, il faut bien sûr pouvoir combiner des indicateurs à la fois
intuitifs, comportementaux et un peu plus rationnels. Et là, comme vous le montrez à l'écran, on a effectivement ces indicateurs selon la distance à laquelle on se trouve par rapport au rayon. Donc on sait que quand on commence à s'approcher d'un rayon, quand on regarde un rayon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc dans un premier temps, ça va être des indicateurs de reconnaissance, de shelf standout et de findability. Ensuite, bien sûr, on va s'intéresser à tous les éléments de choix, ce qui se passe en rayon, quel est le produit qui est choisi, comment ça impacte la progression de volume, valeur de la catégorie, et enfin les indicateurs un peu plus rationnels d'appréciation. Tout dépend de la problématique qui est traitée, mais voilà, les indicateurs qu'on va poser, qui vont venir évaluer de manière un peu plus rationnelle l'appréciation soit du planogramme, soit du pack qui est traité. Donc c'est vraiment une combinaison de facteurs qui mélangent différents types d'indicateurs et bien sûr toujours bien adaptés et quantifiés par rapport au business challenge qu'on est en train de traiter. Et donc, si je devais un peu résumer ce qu'il faudrait retenir, donc bien sûr, et je pense que vous l'aurez bien compris, le contexte est très important. Et cette remise en situation selon la catégorie qu'on traite va être très importante. Toujours bien sûr bien adaptée au business challenge qui est traité. L'objectif étant de rester simple et de s'appuyer sur les indicateurs les plus simples et les plus implicites. Et enfin, une étude en soi ne se suffit pas à elle-même. Il faut bien sûr être capable de relier les points par rapport aux différents autres insights qu'on peut avoir par ailleurs. Et donc, c'est vraiment un tout. Mais si je devais bien retenir un point, ça serait la mise en contexte qui est clé et qui est adaptée en fonction du business challenge. Merci Lamia pour ces conseils. Donc on l'a vu, le virtual shopping, les magasins virtuels sont bien positionnés dans le contexte actuel, dans la mesure où ils proposent en fait une contextualisation sur des expériences retail actuelles ou imaginées. Et c'est vrai qu'il y a une multiplication des scénarios qui est aujourd'hui explicitée. De mon point de vue, ce qui est vraiment important, c'est la capacité, comme le fait Colgate-Palmolive, d'être extrêmement clair sur ses action standards, de se poser les bonnes questions business, et puis de combiner. Je pense que la valeur, comme Lamia l'a souligné, la valeur de ces études, c'est leur capacité en fait à être une des composantes et d'avoir une évaluation qui est vraiment à 360 degrés, en combinant engagement intentionnel, parfois engagement émotionnel, mesures explicites, association d'attributs par rapport à ces expériences, de façon à générer des insights qui soient les plus prédictifs possibles et les plus en rapport avec une réalité d'aujourd'hui ou une réalité de demain. Tout à fait, et pour le souligner encore une fois, c'est vraiment une méthodologie qui permet de combiner ces éléments à la fois implicites et explicites, avec cette mise en contexte qui est importante, et qui voilà, nous permet de vraiment pouvoir combiner les insights de la manière la plus pertinente possible dans un contexte où soit voilà, par contrainte, on ne peut pas forcément toujours reconstituer un vrai linéaire, mais on a vraiment ici une méthodologie qui permet d'approcher cette mise en contexte qui est encore une fois pour nous clé, et je pense que vous l'aurez compris, on l'a répété un certain nombre de fois pendant notre échange. Lamia, merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'il aura pu générer de la curiosité, de l'intérêt, répondre à un certain nombre de vos questions. Donc merci beaucoup pour votre participation, pour votre curiosité. Et puis, nous allons regarder s'il y a des questions via le chat et Lamia et moi essayer de répondre à certaines d'entre elles. Merci Jean-François.